Il me revient qu'il y a quelques années à New Haven, dans le Connecticut, lors d'un hommage rendu au combat pour les droits civiques, une petite fille amérindienne qui appartenait au peuple des hommes de la Longue Eau m'accueillit en disant « Vous êtes pour nous la rose dans le bulle jaune. Vous avez enfanté un nouveau pays. Vous êtes pour nous la rose dans le bus jaune. Vous avez enfanté un nouveau pays. » Aujourd'hui, mes amis, bonjour, nous allons parler de La rose dans le bus jaune, roman que j'ai découvert par hasard parce qu'il m'a été offert, roman d'Eugène Ebaudet. Alors il m'a été offert directement par Folio puisque cet été, si vous achetez 2 folios, par exemple à Cultura ou à la Fnac, vous avez un folio offert. Donc je vous conseille d'ailleurs d'aller dans ces magasins-là puisque vous aurez un folio. Donc aujourd'hui nous allons parler Eugène Ebaudet, La rose dans le bus jaune. La rose dans le bus jaune, donc, qui vient d'une phrase de cette jeune amérindienne lors d'une commémoration, lors d'un hommage, c'est bien évidemment Rosa Parks. Nous sommes le 1er décembre 1955, nous sommes à Montgomery dans l'Alabama, et une jeune couturière de 42 ans qui revient du Montgomery Fair, qui travaille là-bas, qui est fatiguée, qui a mal aux jambes ce jour-là, refuse de laisser sa place à un blanc. Elle dit « Never, never, jamais je ne me lèverai, jamais je ne laisserai ma place à un blanc. » Nous sommes à Montgomery dans l'Alabama, dans le sud des États-Unis, dans cet état ségrégationniste qui est régi par les lois Jim Crow, où les blancs et les noirs ne peuvent pas se mélanger. Il y a des restaurants blancs, il y a des restaurants noirs. Il y a des places dans le bus pour les blancs, il y a des places dans le bus pour les noirs. Il y a des coiffeurs pour les blancs, il y a des coiffeurs pour les noirs. Il y a des quartiers pour les blancs et des quartiers pour les noirs, même si dans certains quartiers, vous avez des blancs et des noirs qui sont mélangés parce qu'ils peuvent vivre en communauté, et c'est notamment pour les blancs qui sont anti-ségrégationnistes. Nous sommes le 1er décembre 1955 à Montgomery en Alabama, et une jeune couturière de 42 ans qui refuse de se lever pour laisser la place à un jeune blanc va changer le visage de l'Amérique. Nous sommes en 2020, et l'Amérique a changé. Et c'est ce changement que va nous conter l'auteur. Il va faire revivre Martin Luther King, et il va faire revivre tous ces noirs et tous ces blancs qui se sont battus contre les lois de Jim Crow. Il écrit une autofiction, une autobiofiction comme on l'appelle, c'est-à-dire que c'est une autobiographie mais inventée. Il va se mettre à la place de Rosa Parks, il en a le droit. Pourquoi ? Parce qu'il a correspondu des années avec elle, il a beaucoup connu Montgomery, il a beaucoup connu le Sud, il est allé des années aux archives pour cette histoire. Il a même visité la maison de Rosa Parks, il a vu le bus dans lequel elle s'était assise, et il a beaucoup parlé avec elle. Il appelle d'ailleurs ma mère adoptive. Il va donc se mettre à la place de Rosa Parks, qui est le personnage principal, et à côté d'elle, on va voir tous les anti-ségrégationnistes, dont bien évidemment le plus connu est Martin Luther King. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres militants, notamment des avocats blancs, qui vont énormément aider à lutter contre les lois de Jim Crow. Mais si Rosa Parks est le personnage principal, il existe un autre personnage principal. Et non, ce n'est pas Martin Luther King, on aurait pu le croire. Et non, ce n'est pas le Ku Klux Klan non plus, qui est un fantôme dans le livre, mais nous y reviendrons. C'est Douglas Wright Jr. Ce personnage est un personnage fictif, mais qui a réellement existé. C'est étrange cette phrase, un personnage fictif, mais qui a réellement existé. Ce personnage-là, c'est tout simplement le blanc qui a voulu s'asseoir à la place de Rosa Parks. Comprenons-nous, ce blanc arrive dans le bus, il fait froid dehors, nous sommes le 1er décembre 1955. Rosa Parks dit « jamais je me lèverai ». Et puis le chauffeur met Rosa Parks dehors, appelle la police, Rosa Parks est arrêtée, elle ira en prison quelque temps, et puis elle devra payer une amende de $100, ce qui à l'époque était énorme, c'est pratiquement un salaire. Imaginez-vous qu'en France vous ayez une amende de 1 500 €. Nous sommes donc là, et puis ce blanc finalement, qui est fictif dans cette histoire, mais qui a réellement existé, même si personne ne se souvient de son nom, va regretter son geste. Et en fait, il va s'ouvrir sur la condition des Noirs et comprendre un petit peu ce qui se passe. Il va rencontrer le clan, etc., et voir cette violence. Ce Douglas Wright Jr., finalement, c'est nous, lecteurs du XXIe siècle, qui lisons sur cette période. Nous n'allons pas croire à la violence du clan. Nous n'allons pas croire les difficultés qu'a rencontrées les Noirs. Nous n'allons pas croire à cette ségrégation. Mais plus que ça, cet homme va se réveiller à cette violence et va tenter de la changer. Il va militer avec Rosa Parks. Je ne vais pas dire exactement ce qu'il va devenir, parce que je vous laisse découvrir ça dans lui, mais il va militer avec Rosa Parks. Et c'est finalement l'envie que nous donne celui de, si on était à cette époque, de militer. Les choses ont bien évidemment changé et nous n'avons pas le même type de militantisme. Mais c'est important de voir que ce Douglas Wright Jr., c'est finalement nous,
lecteurs du XXIe siècle. Il y a donc Rosa Parks, il y a donc ce blanc, il y a donc le Ku Klux Klan qui va montrer sa violence, et sa violence c'est telle qu'en réalité, on ne va pas la croire. Tout comme Douglas Wright Jr. ne la croira pas au début. Et l'auteur qui comprend qu'on ne pourra pas croire de tels actes de violence, de telle barbarie, on parle de meurtre, on parle de gens qui sont pendus en public. On dirait vraiment le Moyen-Âge, mais c'est ce qui s'est passé. Il va nous dire, et il le fait dire dans la bouche de Rosa Parks, de tels actes restés impunis ont réellement été commis. Ce n'est pas de la fiction, cela a eu lieu. Nous sortons donc du livre, ce n'est pas de la fiction, cela a eu lieu. Nous découvrons cette barbarie-là. Nous découvrons donc des militants qui veulent avoir les mêmes droits que les Blancs. Ils ne demandent pas d'être plus ou moins. Ils ne demandent même pas de condamner directement la violence. Ils disent juste aux autorités, nous voulons avoir les mêmes droits. Et notamment, nous voulons pouvoir nous asseoir dans un bus sans aucun problème. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait 3 types de places de bus. À l'arrière, c'était réservé aux Noirs. Au milieu, c'était les Noirs et les Blancs. Mais lorsque un Blanc rentrait dans le bus et que toutes les places étaient prises, alors les Noirs qui se trouvaient dans ces places intermédiaires devaient se lever. Et c'est là justement où se trouvait Rosa Parks. Et puis il y avait les places devant qui étaient les plus nombreuses, celles qui étaient près du chauffeur, qui elles étaient réservées aux Blancs. D'ailleurs, Rosa Parks a à ce point marqué l'histoire des États-Unis que dorénavant dans les bus, et notamment en Floride, les places qui se trouvent juste derrière le chauffeur, notamment la première, est nommée Rosa Parks Seat, la place de Rosa Parks. Et d'ailleurs, vous avez des photos de Barack Obama et de divers présidents qui sont assis à ces places-là, dans le bus jaune, dans le bus exact jaune où Rosa Parks a refusé de se lever, qui est aujourd'hui dans un musée à Montgomery. C'est donc cette histoire que va nous faire revivre l'auteur, mais il va aussi insérer de la réflexion politique. Et cela, je trouve ça intéressant. La première des réflexions, c'est le rapport qu'ont ces Afro-Américains, qu'il nomme dans le livre des Africains-Américains, parce qu'à l'époque on ne parlait pas d'Afro-Américains mais d'Africains-Américains, à l'Afrique, à la mère patrie. Et il va créer un personnage qui s'appelle Adam Abel, qui est un Guinéen, un Africain qui vient donc directement aux États-Unis pour aider les Noirs à lutter contre la ségrégation et qui va rappeler aussi ce qu'est l'Afrique et qui va rappeler la responsabilité de l'Afrique dans l'esclavage. Et c'est extrêmement important parce que c'est vraiment au cœur du livre, cette responsabilité-là. Je vous lis juste un petit passage là-dessus. Je plaisante, disons que sous le ciel torride d'Afrique, parce que nous y sommes aussi brûlés par le remords. Là, c'est Adam Abel qui parle. J'étais impatient de rencontrer mes frères d'Amérique. Nous avons vendu les nôtres comme du vulgaire au bois de chauffage en échange d'objets de pacotille. Je remercie Joe Asbel de m'avoir permis d'exposer ce qui est écrit dans l'article que vous avez devant vous. Jetez-y donc un coup d'œil. Asbel, avez-vous remarqué que ce nom rime avec Bell? Et cet homme-là, ce personnage-là, tout au long des réunions, parce que ça va être aussi un militant de la MIA, la Montgomery Improvement Association, qui est dirigée par Martin Luther King, va expliquer qu'il faut aussi, pour que la mémoire puisse être apaisée et qu'il n'y ait pas de violence, n'oublions pas que Martin Luther King, appelé à une action non violente, dit il faut que l'Afrique et que les chefs d'État africains reconnaissent leurs responsabilités dans l'esclavage. Et ça, c'est un engagement politique de la part de l'auteur et de la part d'ailleurs de certains militants de la MIA à l'époque, là-dessus. Et en fait, cet Adama Bell est un personnage de fiction, mais qui a aussi existé. C'est-à-dire que Martin Luther King, dans ses mémoires, explique qu'il a rencontré un jour un Africain qui lui a parlé des responsabilités de l'Afrique sur l'esclavage. Et donc, l'auteur qui, lui, veut une mémoire apaisée, il le dit d'ailleurs dans un certain nombre d'interviews, a créé ce personnage pour rappeler ça. Donc ça, c'est le premier élément politique. Le second, c'est que l'auteur va rappeler que ces antiségrégationnistes-là appartenaient au parti républicain. Et ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on voit le parti républicain américain comme des racistes, comme le Ku Klux Klan, etc., alors qu'en fait, c'était tout l'inverse. C'était les démocrates qui étaient esclavagistes, c'était les démocrates qui avaient promu les lois Jim Crow, c'était les démocrates qui étaient ségrégationnistes. Pourquoi? Parce que les démocrates, c'était les bourgeois blancs, tandis que les républicains, c'était le parti des plus pauvres, et notamment le parti des Afro-Américains. Et il va rappeler cette notion-là, et finalement, on va voir que les partis ont un petit peu évolué. Et c'est d'ailleurs le Parti démocrate qui a fait élire le 4 novembre 2008, enfin il appartenait au Parti démocrate, Barack Obama. Et ceci est intéressant aussi sur Barack Obama, et je m'arrêterai ici, je finirai ici, parce que c'est la troisième leçon politique que l'on peut tirer de ce livre. Ce livre, il y a donc des personnages, je vous l'ai dit, vous avez Rosa Parks, puis vous avez son mari Raymond. Raymond, c'est un métis.
Raymond, c'est un métis et qui est plus blanc que noir, mais il se considère, il s'écrit comme noir, comme nègre, pardon, c'est le terme qui est employé, mais aujourd'hui on dirait noir, intégral. Pourquoi est-ce qu'il se définit comme un noir intégral? Parce qu'il se revendique de cette négritude très chère à Senghor. Mais l'auteur nous dit, l'auteur fait dire à Rosa Parks, il n'y a bien qu'aux États-Unis que Raymond pourrait être perçu comme noir. Tout comme ce Douglas White Jr. est un métis. Alors pourquoi est-il un métis? Juste pour la petite histoire. Pourquoi est-il un métis? Parce que l'auteur a cherché, Eugène Ebaudet, a cherché à connaître l'histoire de ce blanc, savoir ce qui était devenu, quel était son nom, etc. Il a passé les années aux archives de Montgomery, de l'Alabama, du sud des États-Unis, il n'a jamais rien trouvé. Et un jour, il est dans un taxi à Montgomery, et le chauffeur de taxi lui dit qu'il a très bien connu cette période, qu'il a connu Rosa Parks, qu'il a milité avec elle. Et Eugène Ebaudet lui parle de ce blanc, il lui dit « J'aimerais connaître le nom, j'aimerais savoir des choses sur lui. » Et le chauffeur de taxi lui répond « Was he so white ?» Était-il si blanc? Et finalement, dans une interview, l'auteur nous dit « Je l'ai créé métis parce qu'aux États-Unis, le métissage est quelque chose d'extrêmement important. » Il nous dit « Finalement, ce personnage, c'est l'histoire des États-Unis elle-même, le métissage des États-Unis, mais il n'y a finalement qu'aux États-Unis, on aurait pu le voir blanc ou noir. Nous autres, occidentaux, donc disons européens ou alors africains, on l'aurait vu métis. Et les États-Unis refusent ce métissage. Pour eux, il y a les noirs et les blancs. Tout comme Barack Obama, et c'est une leçon importante du livre, peut-on le voir si noir? N'y a-t-il pas qu'aux États-Unis qu'on le voit si noir? Et finalement, Barack Obama n'est-il pas le métissage que refusent les États-Unis? Et c'est assez beau de voir que c'est disons une sorte de retour de l'histoire, de voir que c'est le Parti démocrate qui l'a fait élire, alors que le Parti démocrate était vraiment un parti qui était pour la ségrégation, qui était un parti esclavagiste. Finalement, c'est un retour de l'histoire. Mais le retour de l'histoire se fait aussi avec Trump, qui représente le parti républicain premier, c'est-à-dire le parti finalement des plus pauvres, de ceux qui souffrent, et où il peut y avoir des noirs et des blancs. Donc on voit que finalement, l'histoire du XXIe siècle aux États-Unis est un retour d'histoire du XXe siècle, et est un retour d'histoire finalement sur ce qui voit les noirs et les blancs. Mais là, bien sûr, c'est une petite extrapolation du livre, et je vous laisse juge bien évidemment là-dessus. La rose dans le bus jaune est un livre qui est très bien écrit, il y a quelques fulgurances littéraires, et ça c'est notable surtout pour les auteurs contemporains. On se prend très vite dans l'histoire, on se prend très vite les personnages, dès la première page on est déjà dans le livre. Le seul reproche que je ferai au livre, et qui n'est peut-être pas des moindres, c'est la mort de certains personnages. Bien sûr, on va penser à Martin Luther King dont on connaît l'histoire. Sa mort est vue en 2-3 lignes. Voilà, il s'est fait assassiner, merci, au revoir. Et d'autres personnages secondaires qui vont mourir tout aussi tragiquement. Et finalement, les morts sont à ce point rapides qu'on n'a pas le temps de dire au revoir aux personnages. Pourtant, on s'était attaché à ces personnages-là. Et puis, ils n'apparaissent plus dans le livre. On sait qu'ils sont morts, mais on n'a pas cette écriture qui fait que vraiment la mort est considérée comme mort et où on aurait des sentiments et des émotions sur ce mort. Le dernier point que je vais retenir sur le livre, c'est une étrange phrase qui vient en rêve, en tout cas nous dit l'auteur, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui vient en rêve à Rosa Parks, et qui est celle-ci. Il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Cette phrase est tirée d'un livre bien connu, en tout cas d'un auteur bien connu qui est Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Et pourquoi est-ce que je parle du fait de cette phrase? Parce que premièrement, elle revient beaucoup dans le livre, c'est un leitmotiv du livre et de l'engagement de Rosa Parks, mais aussi parce que Rosa Parks est une chrétienne, une baptiste, elle est très amie à Martin Luther King, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans les églises, il y a beaucoup de prières dans ce livre, aussi beaucoup de musique d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs, de musiciens qui sont cités, mais beaucoup de prières, et il cite le leitmotiv finalement, ce qui va guider Rosa Parks, c'est un auteur anti-chrétien. Et il y a un petit peu cette dichotomie, si vous voulez, entre la chrétienté et l'anti-chrétienté. Et cette dichotomie se fera notamment avec l'arrivée tout à la fin du livre, en tout cas la pensée tout à la fin du livre, de Malcolm X. Mais ça, c'est une autre histoire et nous le verrons plus tard. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui est nouvelle et où vous aurez donc de la littérature, de la bande dessinée et du cinéma. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.